Donc moi je suis de Recom, qui est un laboratoire sur le campus Barthélemy-Ria, on est à quelques dizaines de mètres, où on travaille sur des aspects de communication, de sécurité et de sciences des données et d'apprentissage. Donc ma présentation, elle est un peu au cœur des sujets, principalement communication, mais un des messages que je veux faire passer pendant cette présentation, c'est que les aspects d'apprentissage automatique viennent pénétrer un peu le monde des communications, comme ils ont eu un effet très important dans le domaine de la vision par ordinateur et la médecine. Là, c'est en train de devenir un outil très important aussi dans le domaine des communications. C'est aussi un travail conjoint avec des étudiants, d'anciens étudiants et aussi des collaborateurs que j'ai aux États-Unis sur ce sujet. Et je vais vous parler un petit peu de 6G, mais pas trop, parce que je ne sais pas trop exactement ce que la 6G sera. On sait plus ou moins ce que la 5G sera, parce qu'on est en train de finaliser la standardisation de la 5G, même si elle n'est pas déployée, on va commencer à la déployer l'année prochaine. Et la 6G pour l'instant, c'est juste un buzzword pour faire venir des gens dans une salle, et apparemment ça a fonctionné, je suis très content. Et un autre aspect un peu différent par rapport aux présentations que vous pouvez entendre sur la XG, 5G, 6G, c'est l'aspect de la robotique. Et ça, c'est un autre niveau de lecture de cette présentation, c'est vous expliquer comment une personne comme moi qui vient de la théorie des communications, du signal, qui a l'habitude d'écrire des papiers plutôt avec des lemmes, des théorèmes, je suis passé dans un monde qui est un petit peu différent, qui est celui de la robotique, et où on fait plutôt des théorèmes, mais on fait plutôt des expérimentations. Donc il y a un aspect expérimental qui est très important, et j'espère avoir le temps pour vous montrer une petite vidéo à la fin de ma présentation. Hop, dans le mauvais sens, voilà. Est-ce que vous reconnaissez l'objet qui est en train de voler dans le ciel, dans cette photo? Une montgolfière. Hein? Une sonde météo? Non. C'est une petite montgolfière, mais elle ne sert pas à mesurer la météo. À quoi est-ce qu'elle peut servir? Non. Alors, je suis quelqu'un qui vient des communications, donc... Voilà. C'est pour faire de l'accès à Internet. En fait, c'est un ballon, voilà, proposé par Google, qui a été testé il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, si vous vous rappelez, il y a eu une catastrophe sur l'île de Puerto Rico, qui a détruit l'ensemble de l'île avec l'ensemble des infrastructures, y compris des systèmes de communication. Et en fait, les gens n'avaient plus de connexion ni voix, ni Internet, et, ni la population, ni le secours sur place, et c'était absolument catastrophique. Et donc, à l'époque, Google avait envoyé des ballons, et ces ballons, en fait, transportent des espèces de stations de base, donc des stations relais radio volantes, qui permettaient de donner une couverture à des milliers de personnes avec une empreinte au niveau du sol de dizaines et dizaines de kilomètres, quasiment couvrir toute l'île avec quelques ballons. Et voilà, je vous montre juste la photo et je vais revenir là-dessus. Je vais vous parler maintenant un peu plus de la 5G, de la 6G, mais vous allez comprendre assez vite pourquoi je vous ai montré cette photo. Alors, on ne peut pas faire une présentation, comme on dit dans ma communauté, à propos des systèmes de communication mobile, sans montrer à un moment ou à un autre la fameuse courbe Cisco qui prédit l'utilisation des données avec les mobiles. Donc voilà, j'y coupe pas. Et en fait, ce qu'il faut voir, donc ça, ce sont les prédictions d'utilisation des données transportées sur des mobiles en fonction du temps. Donc là, on est en 2019. Ce qui est très important de comprendre, c'est que la voix est d'ores et déjà une petite partie minoritaire du trafic qui est transporté par l'Internet et par les systèmes mobiles. Vraiment, on transporte essentiellement de la data, de la vidéo sur les mobiles actuellement, et ce phénomène ne va faire qu'empirer. Et la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que la progression, elle n'est pas linéaire, elle est plutôt exponentielle, donc on transporte vraiment de plus en plus de données. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut concevoir des systèmes de communication qui puissent assurer le transport de masse de données aussi considérables. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer un transparent qui fait un peu l'historique des différents G. Donc G, ça veut dire génération, donc depuis un peu le début jusqu'à ce qu'on a maintenant, et pourquoi pas parler un peu de la 6G. Donc j'ai créé ce transparent un peu dans mon bureau, là, cette semaine en fait. C'est un exercice assez intéressant, que je pense je vais réutiliser ce transparent dans mes cours.
parce qu'il résume bien en fait l'évolution des choses. Donc, en fait, j'ai tracé un axe du temps. Donc, on part des années 80 avec, vous vous rappelez peut-être ce genre de système qui était portable, je ne sais pas, nomade, où on pouvait le mettre dans la voiture tout du moins. Et puis, on est passé assez rapidement donc, avec le GSM à un système numérique. Donc, là, ce que vous voulez voir dans les bulles, ce sont en fait les applications principales et en vert, les sauts technologiques qui ont permis le saut d'une génération à une autre. Donc, de la 1G à la 2G, essentiellement, c'est le passage vers le numérique grâce aux techniques de traitement de signal numérique efficaces. Ensuite, de la 2G à la 3G, on a pu faire passer des données, alors qu'avant on faisait passer essentiellement de la voix, initialement des données à bas débit. Et puis pour arriver au système qu'on a aujourd'hui dans la poche, a priori vous avez un téléphone qui est 4G, moi j'ai pas, moi j'ai 3G, mais ça marche très bien. On peut faire avec la 4G, on peut faire de la donnée, mais haut débit. Alors comment on fait de la donnée haut débit? On change de méthode de modulation, on va utiliser une modulation qui s'appelle OFDM, qui est à base de transformés de Fourier et qui peut s'implémenter de manière très efficace dans les puces. Et puis il y a une technique qui a été inventée il y a beaucoup plus longtemps, mais qui a pris du temps avant de pénétrer les systèmes commerciaux, qui sont les antennes adaptatives, on dit en français, qui permettent de sectoriser la communication. Donc on va envoyer de l'énergie vers une zone de la cellule où il y a le plus besoin à un temps donné, pour éviter d'interférer ailleurs et pour être plus efficace en puissance. Donc là on est à la 4G. Demain ça veut dire dans une année, 2 années, on va commencer à déployer la 5G. Donc le gros changement entre la 4G et la 5G, c'est le fait que les données qui sont générées sur le réseau ne seront plus générées essentiellement par des humains, mais par des machines. Donc des machines, ça peut être des machines à bas coût, des capteurs, qui font des mesures et qui font remonter ces mesures sur le corps du réseau. Ça peut être des machines beaucoup plus complexes, des robots qui font des prises de vue avec des caméras, et on cherche à faire le traitement de données sur le corps du réseau. Voilà. Donc on parle en général, des véritables pans entiers de l'industrie vont être connectés au système de communication mobile et vont pouvoir exploiter les communications pour devenir plus efficaces. Donc on parle de l'Internet des objets, et on parle aussi de nouveaux services dits critiques, je vais revenir là-dessus un petit peu, qui demandent des performances qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent sur la 4G, notamment en termes de débit maximum, mais surtout en termes de latence. Donc, un exemple typique, c'est la conduite autonome des véhicules, donc sans chauffeur, qui est assistée par le réseau et pour lequel on a besoin de communication à très basse latence, de l'ordre de la milliseconde, alors qu'actuellement on est plutôt de l'ordre entre 10 et 100 millisecondes. Donc, la question que tout le monde me pose quand j'ai une présentation de ce type-là, c'est la 6G. Qu'est-ce qu'on va faire dans la 6G? Donc c'est un petit peu tôt pour dire ce que va être la 6G. Simplement, on va monter en débit. Pourquoi il faut monter en débit? Alors, certaines personnes parlent de faire des applications de type holographie par le réseau, donc ce qui demande de transporter des masses considérables de données de type vidéo d'un point à un autre. Mais il y a d'autres aspects qui sont intéressants. Donc au-delà de l'application de type réalité virtuelle, ce sont les outils qui vont être mis en œuvre dans les réseaux 6G. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'on vient d'ouvrir un grand projet ici à Eurecom avec une chaire dédiée complètement à la 6G, mais qui vient de démarrer. Donc les outils qu'on considère pour la 6G et qui commencent à poindre leur nez sur la 5G, mais vraiment la 5G finalement quelque part n'a pas permis de tester ces outils, c'est l'intelligence artificielle et l'apprentissage, et l'aspect auto-organisant du réseau, pour que le réseau puisse quelque part s'optimiser lui-même pour faire face à toutes ces demandes nouvelles en termes de qualité, donc soit de latence très faible, soit de débit beaucoup plus élevé. Une autre tendance très importante, juste en passant, c'est pas lié vraiment au reste de ma présentation, c'est le caractère disruptif de l'open source. Tout le monde connaît l'open source comme étant, par exemple, les systèmes opérationnels qu'on utilise dans les téléphones Android. L'open source est en train de rentrer sur le marché des télécoms.
notamment sur tout ce qui est implémentation des protocoles de communication. Et ça, on en est au début, et dans le laboratoire, on est en train de construire des outils logiciels. Il y a un outil logiciel qu'on a développé qui s'appelle OpenAI Interface, qui a débuté comme une espèce d'outil expérimental un peu de récom, et qui est devenu petit à petit un outil logiciel collaboratif où on a maintenant des dizaines et des dizaines d'entreprises et de laboratoires qui contribuent au logiciel et qui l'exploitent pour mener leur propre expérimentation en 5G. Ça, c'est quelque chose qui va continuer à se développer, et notamment avec des aspects commerciaux très importants. Un autre aspect, c'est toujours d'aller chercher des bandes de fréquences toujours plus hautes pour avoir plus de largeur de bande. Donc là, on parle pour la 6G d'utiliser les bandes THz. Je rappelle pour la 5G qu'on est plutôt dans les bandes millimétriques, donc au-delà de 30 GHz. Là, on va avoir un ordre de magnitude supplémentaire. Donc voilà, ça c'est un peu le panorama de l'évolution entre la 1G et là où on est aujourd'hui, la 5G, et puis demain la 6G. Juste un mot sur le challenge au niveau de la 5G et demain la 6G. C'est comment est-ce qu'on peut avoir un unique réseau, donc qui dispose d'un ensemble unique de stations de base, de serveurs, de terminaux, qui soit capable d'assurer un ensemble de services qui soient aussi divers que ceux dont on parle pour la 5G. Donc on parle de services qui sont, bon, en premier je vais citer les services de type mobile broadband. Donc l'idée c'est de... Ouais, j'ai fait une bêtise là. Voilà. Mobile broadband, c'est tout ce qui est servir les applications sur le terminal pour faire de la vidéo et avoir du haut débit. Mais maintenant, on parle pour la 5G de l'industrie du futur, de la robotique connectée, on parle des voitures autonomes assistées par la 5G, qui demandent des caractéristiques de performance complètement différentes, donc des latences très, très, très petites, qui ne sont pas disponibles actuellement sur la 4G. Et puis, on parle aussi de l'Internet des objets, où là, le challenge, c'est de pouvoir servir des besoins énormes en termes du nombre de capteurs. Capteurs et terminaux, on parle de millions de capteurs par kilomètre carré. Donc là, l'idée principale qui a été développée pour la 5G, c'est l'idée de softwareiser, c'est pas beau, qu'est-ce qu'on va dire, logicialiser. Allez, on va l'inventer. Logicialiser le réseau pour faire en sorte que sur un réseau physique, on puisse être capable de reprogrammer à volonté le même réseau en software pour servir des qualités de service qui soient très différentes. Donc par exemple pour l'industrie du futur, tout ce qui est communication de vidéo, et puis l'Internet des objets. Donc ça, c'est un aspect fondamental. Mais ce transparent, pour moi, c'est juste une introduction pour ce qui va suivre. La leçon qu'on tire sur le design des réseaux, que ce soit en 5G et demain en 6G, c'est l'idée fondamentale que, quelque part, il faut que le réseau soit ultra flexible, puisse répondre à des demandes qui soient très diverses et le plus rapidement possible. L'autre chose très importante, c'est que les réseaux ont tendance à se densifier, donc on a de plus en plus d'infrastructures. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre le point de communication du réseau le plus proche possible de l'utilisateur. Car on sait que si on augmente la distance, on a moins de champs reçus, et si on a moins de champs reçus, on a moins de puissance, on a moins de rapport signal à bruit, et par la théorie de Shannon, on sait qu'il y aura moins de capacité. Donc pour augmenter la capacité, il faut rapprocher les antennes de l'infrastructure des antennes des terminaux utilisateurs. Donc, bien sûr, on peut le faire en densifiant le réseau, mais ça a un coût. Ça a un coût très important. Il faut louer des sites où on déploie des antennes relais, et puis ce n'est pas forcément bien accepté du public. Dans le cadre du projet ERC qui finance cette activité, on a développé une idée qui est un peu alternative, qui est l'idée de développer des réseaux volants, et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau volant? C'est un réseau dans lequel les éléments d'infrastructure ne sont pas fixés au sol, mais peuvent voler. Donc c'est pour ça que je vous ai montré l'image du ballon de Google, qui peut se déplacer et offrir de la connectivité là où il y en a besoin. Le problème du ballon de Google, c'est qu'il est transporté par les vents et il se déplace au gré des courants. Il est très difficile d'orienter sa trajectoire. Mais ça donne l'idée quand même que si on pouvait mettre des stations relais sur des drones, à une altitude beaucoup plus faible et qui soient plus contrôlables, plus autonomes avec des algorithmes d'intelligence artificielle, on pourrait imaginer que ces drones se déplacent de manière optimale à l'endroit
où il y a le plus besoin de capacité et au moment où il y a le plus besoin de capacité. Et là, on peut avoir la flexibilité la plus optimum, quelque part. Donc c'est un peu l'idée de base ici. Donc il y a pas mal d'applications dont on parle dans ma communauté. On peut imaginer des applications pour servir des hotspots, par exemple un concert ou un événement sportif où il y a tout d'un coup une masse énorme de population, où il faut servir, il n'y a pas assez de capacité par l'infrastructure fixe. Là, on peut envoyer quelques drones. Tout ce qui est après un désastre, voilà, l'exemple de Puerto Rico, après une tempête ou un tremblement de terre, pour assurer des antennes relais là où il y en a besoin. Et puis il y a des nouvelles applications, notamment en agriculture intelligente, aussi pour la ville intelligente, pour faire du monitoring. En fait, quelque part, l'idée c'est, on a des millions de capteurs qui vont être placés ici et là de manière un peu aléatoire. Ces capteurs, en général, ils ont une durée de vie extrêmement faible. Et donc, l'important, c'est de faire durer la batterie du capteur. Donc, une manière de faire ça, c'est de rapprocher l'antenne de réception qui va venir collecter les mesures de ces capteurs pour pouvoir minimiser la puissance à transmettre. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des drones qui vont se balader de manière intelligente au milieu de ces capteurs. Et puis, il y a d'autres applications, par exemple, pour la police ou les pompiers ou même les militaires. On a eu des contacts par une société qui fabrique des équipements militaires ici en France pour développer un drone qui serait capable d'assurer la connectivité entre des soldats ou entre des pompiers ou entre des policiers à tout moment. Donc le drone dans ce cas-là sert de relais. La contrainte importante dans ce cas-là, c'est comment utiliser les mesures que le drone est capable d'effectuer. Donc le drone décolle, mais a priori, il ne sait pas a priori l'endroit qui est optimal pour lui pour assurer la connectivité. Donc il faut qu'il puisse l'apprendre tout en volant. C'est ça un peu l'enjeu de ce projet de recherche. Donc il faut faire de l'apprentissage sur la base de quoi? Sur la base de mesures, typiquement des mesures radio. Donc on va écouter les mesures radio qui proviennent des utilisateurs au sol, et en fonction de ça, on va être capable d'apprendre le canal radio, de le prédire, et ensuite de générer un algorithme qui va générer le chemin optimal pour le robot. Et donc oui, ça c'est une image d'un petit robot qu'on a fabriqué dans mon labo, qui transporte ici une station de base, et j'espère vous montrer une petite vidéo à la fin. En gros, il y a deux approches pour positionner ces robots. L'approche jusqu'à présent a été de dire on exploite des techniques probabilistes, donc on essaye de prédire à l'avance la qualité du canal radio entre une position donnée possible pour le robot et un utilisateur au sol. Et en fonction de ça, on génère une trajectoire optimale. Le problème de ça, c'est qu'il est très, très difficile de prédire le canal radio de manière sûre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des phénomènes, un immeuble ou un obstacle qui n'est pas prévu par la méthode probabiliste et qui va mettre en cause la qualité du canal radio une fois que le robot va se déplacer à l'endroit qui est prédit. Donc il faut absolument pouvoir utiliser des méthodes de cartographie. Et donc ça c'est l'autre message de cette présentation, c'est de montrer qu'il y a un aspect transdisciplinaire entre les communications ici et la robotique dans l'utilisation des cartes. Ce ne sont pas vraiment des cartes, a priori pas des cartes au sens où vous les connaissez, donc il ne s'agit pas de cartes qui donnent la position des immeubles, pas pour le moment, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais plutôt des cartes qui prédisent le champ radio. Donc ce sont des cartes qui ressemblent à ça. Voilà. Donc ça c'est une carte de prédiction de champ de radio. Enfin ça c'est le vrai champ radio qui est calculé, simulé à partir d'une ville type Manhattan qui est également simulée. Mais le problème c'est que quand le drone décolle, a priori il n'a pas cette information. Donc il faut être capable de décoller, de faire des mesures de manière sparse et d'en inférer une carte de champ radio pour ensuite aller se positionner à l'endroit qui est optimal pour le robot et pour assurer la connectivité des gens au sol. Donc ça c'est vraiment la problématique qu'on a regardée. Donc on ne veut pas faire du offline, on veut vraiment faire de la vraie robotique, c'est-à-dire que de l'apprentissage en temps réel. Donc il s'agit de faire quelques mesures, pardon.
quelques mesures de champ radio, ensuite de faire de l'extrapolation, de reconstruire les points de la carte qui manquent. Ensuite, sur la base de ça, on a un algorithme de calcul de chemin optimal qui est assez classique. Et ensuite, une fois qu'on a un chemin optimal, il y a des méthodes de navigation qui existent, qui peuvent être utilisées. Donc là, le challenge, il est vraiment ici, comment est-ce qu'on reconstruit la carte radio en fonction de quelques points existants où on a entraîné le robot, où on a fait une mesure. Et la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il faut utiliser des modèles à propagation ou pas? Ça, c'est une question très, très intéressante, on va regarder. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, les modèles sont vachement intéressants. Donc on pourrait imaginer faire de l'apprentissage classique. On pourrait imaginer, prendre la carte de champ radio sur laquelle on a des points où on a déjà entraîné, c'est-à-dire on a déjà fait des mesures, ce sont les petites croix, et on pourrait imaginer prendre cette carte comme une image et quelque part reconstituer les pixels manquants avec une approche traitement d'image. Donc on pourrait imaginer faire de l'algorithme de KNN, donc K plus proche voisin, sur l'image. Mais une autre approche qui est possible, c'est d'utiliser notre connaissance en tant qu'expert radio et de dire qu'en fait, attention, cette image, elle n'est pas générée n'importe comment, elle est générée parce qu'il y a des modèles radio sous-jacents qui expliquent en fait la structure de l'image. Ouais. Je m'en donne deux. Et donc voilà, du coup, on va faire de l'apprentissage, non pas directement sur la carte de champ radio, mais plutôt sur une carte qui donne des indications sur le modèle de propagation. Donc, est-ce que c'est du line of sight, non line of sight, ou un line of sight légèrement obstrué par du bois ou par de la forêt. Donc on a comme ça des classes de propagation, et on fait la reconstruction d'abord sur les classes de propagation, et ensuite, grâce au modèle, on peut inférer la carte de champ radio. Et ça fonctionne mieux que de faire l'approche directe en traitement d'image. Ça, c'est un exemple de reconstruction qu'on a avec... bon, là, c'est un apprentissage sur la base d'un entraînement qui est assez dense. Vous voyez, toutes les petites croix. On peut reconstruire de manière assez précise la carte. Il se trouve qu'on peut aussi s'amuser à utiliser le robot pour reconstituer des vraies cartes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a regardé sur le côté, qu'on ne pensait pas à faire ce genre de choses, mais il se trouve que les cartes radio, a priori, dépendent de la position du drone et aussi de la position de l'utilisateur au sol. Donc s'il faut reconstituer une carte de champ radio pour chaque coordonnée possible d'utilisateur au sol, on ne s'en sort pas. D'un point de vue passage à l'échelle, ça ne marche pas. Donc il vaudrait beaucoup mieux récupérer la carte en 3D de la ville correspondante et ensuite inférer, à partir de la carte 3D, inférer la carte de champ radio. Et ça, on sait faire avec des modèles de propagation. Il se trouve que si on n'a pas la carte en 3D, on est capable de la récupérer par le drone. Comment est-ce qu'on fait ça? Le drone peut générer, il génère des mesures, et en fait, il indique à tout moment, il fait des mesures de champs reçus par les terminaux au sol, et il est capable de classifier ces mesures en disant est-ce que le lien a été obstrué ou n'a pas été obstrué? On est capable de le faire, donc avec des méthodes de machine learning. Quand on sait qu'il a été obstrué, ça veut dire qu'il y a quelque part un immeuble entre les deux. On ne sait pas où il est, on ne sait pas la taille qu'il a, mais si on collecte suffisamment de mesures correspondantes, dans ce cas-là, on est capable de reconstituer la carte. Et on peut faire des choses assez amusantes. On est aussi capable par l'apprentissage automatique, on est aussi capable de dire comment est-ce qu'il faut que le drone se déplace de manière optimale pour récupérer de manière la plus rapide possible des mesures qui vont permettre de reconstituer la carte la plus précise possible. Donc, on est capable de faire ça avec de la programmation dynamique. Ok, allez, je voudrais terminer en vous montrant un exemple de réalisation. Donc là, c'est une petite vidéo d'1 minute, donc ça va presque passer dans le temps imparti, qui a été faite sur le campus de Récom. Donc l'idée, ici, je vous montre un petit peu, vous allez voir, vous allez voir le drone qui va partir dans les airs. Il y a une station de base qu'on ne voit pas ici, mais qui est sur un toit de l'immeuble. Donc l'idée, là, on a un utilisateur au sol, qui est ici mon étudiant, qui transporte un terminal. Ouais. Et qui ensuite va se balader, et vous allez voir que le drone va apprendre les conditions et va suivre ce terminal.
Ça marchait tout à l'heure. Voilà, ça marche. Donc pour l'instant, il n'y a pas de drone, il n'y a pas de robot, donc on fait des mesures de débit sans le drone. Donc là, je n'ai pas vu le chiffre, mais c'était dans les 4 mégabits par seconde. Donc il s'agit de programmation, de communication temps réel véritable. Donc on a un lien vrai de type LTE. On envoie le drone fait des mesures et avec l'apprentissage automatique reconstitue le positionnement qui sera optimal entre la station de base qui est sur le toit de Recom et le terminal qui va bouger. Donc là, d'un point de vue fonctionnel, déjà, on mesure qu'il y a un gain à avoir un relais, donc on passe de 4 à 6 mégabits par seconde. Mais le plus intéressant, c'est l'aspect apprentissage temps réel, qui fait que quand l'utilisateur va se déplacer sur le campus, le drone va chercher en fait le positionnement qui donne le meilleur compromis entre le lien entre lui-même et l'infrastructure, et lui-même et l'utilisateur. Parce que comme il joue le rôle de relais, il faut pouvoir équilibrer ces deux liens de manière optimale. Alors regardez, l'utilisateur est en train de se balader de l'autre côté. Là, il n'a plus de ligne de mire, line of sight, par rapport à la station de base. Donc le drone va se charger de trouver une position qui donne la meilleure capacité possible. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans le drone. Ces algorithmes sont implémentés directement dans le drone. Voilà. À un moment, voilà, le drone réagit et comprend qu'il faut bouger et commence plus ou moins à suivre l'utilisateur. Voilà, je vais arrêter là.